Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des trois âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule.
Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéro. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « une croix marque l'endroit », empruntée aux récits de pirates et aux aventures peuplées de cartes au trésor. Même si ces légendes ne sont plus en vogue, elles continuent d'inspirer nombre de passionnés d'antiquité qui arpentent de chaque jour champs et collines.
L'un d'eux, sans carte orné d'un X, vit son détecteur de métaux émettre un signal. Un jour d'avril 2025, baigné de soleil. Il venait de découvrir l'un des plus vastes dépôts monétaires jamais exhumés. Alors, de quel type de trésor s'agit-il exactement? Et en quoi sa découverte revêt-elle un caractère aussi exceptionnel? C'est un passionné roumain, Marius Manjac, qui en est à l'origine. Selon ses dires, il cherchait simplement une bonne raison de prendre l'air et de faire un peu d'exercice. Lors d'une de ses balades avec son détecteur de métaux, à environ 50 km au sud-ouest de Bucarest, son appareil a capté un signal. En creusant à cet endroit, il découvrit plusieurs pièces d'argent enfouies peu profondément. Bien qu'oxydées, elles semblaient en excellent état. Ce type de corrosion se produit lorsque le métal réagit à l'humidité ou à l'air sur une longue période, altérant son aspect, de la même manière qu'une pomme tranchée se ternit après un long contact avec l'air. La pile de pièces ne tarda pas à croître de manière impressionnante. Il devint évident qu'elles étaient entassées dans un récipient en céramique. Le décompte final atteignit près de 1500 deniers d'argent, probablement enfouis il y a près de 1700 ans. Toutefois, ces pièces remontent au règne, allant de Néron à Marc Aurèle, couvrant plus d'un siècle d'existence de l'Empire romain, ce qui leur confère une ancienneté proche de 2 millénaires. La diversité des effigies impériales suggère une fortune accumulée sur une longue durée. Le système monétaire romain comportait une variété de monnaies, si bien que l'exclusivité des deniers d'argent dans cette cache intrigue. Cela reviendrait à enterrer l'équivalent de 15 000 € en espèces, mais uniquement en coupures de 10. Ce détail pourrait indiquer que le propriétaire était un marchand ayant dissimulé ses profits durant une période incertaine. Il pourrait aussi s'agir tout simplement de l'épargne patiemment constituée sur une vie entière. Selon les empereurs et les périodes, la valeur du denier variait fortement. Ainsi, 1500 deniers pouvaient représenter une retraite confortable, ou s'avérer bien insuffisant. Au 1er siècle, un denier d'argent permettait d'acheter 12 miches de pain. Avec 5, on pouvait acquérir une amphore pleine de vin. Ce récipient en céramique, muni de 2 anses, servait à stocker et transporter du vin, de l'huile ou du grain. Il semblerait que ce soit précisément ce type de contenant qui abritait le trésor mis au jour. Les amphores romaines existaient en de nombreuses formes, mais furent progressivement standardisées comme unité de mesure, équivalent approximativement à 26 litres de liquide. Le lieu précis où le vase fut enfoui ne montre aucun signe de perturbation, ce qui laisse penser que le trésor a pu demeurer caché pendant tout ce temps. Pourtant, l'amphore était déjà fracturée lorsqu'elle fut découverte. Pourquoi aurait-elle été brisée, et qu'est-ce que cela signifie? Même si la cause exacte de cette fracture reste incertaine, les archéologues avancent l'hypothèse qu'elle aurait pu être volontairement provoquée dans le cadre d'un rituel protecteur préalable à l'enfouissement. Certaines civilisations anciennes avaient pour usage de briser des récipients rituels à des fins symboliques. Cela pourrait suggérer que l'amphore avait accompli son rôle, peut-être en tant qu'offrande sacrée ou comme moyen de dissuasion contre le vol. En somme, prenez mon argent, mais je garde mon précieux vase. Toutefois, de tels rituels sont peu attestés dans le monde romain, ce qui laisse la question entière. Peut-être s'est-elle tout simplement fendue à cause de la pression du sol, des cycles de gel et de dégel, de la croissance des racines, ou même du passage d'une taupe aveugle tâchant de se frayer un chemin. Bien que l'amphore et son contenu soient désormais entre les mains des spécialistes, leur découvreur a bien failli ne recevoir aucune récompense. Après avoir mis au jour le trésor, il lui fallait impérativement prévenir la police, afin de sécuriser le site. Mais le temps jouait contre lui. En Roumanie, un délai légal de 72 heures est imposé pour signaler toute découverte historique importante. Malheureusement, M. Manjac s'est heurté à un contretemps. C'était un jour férié, et les administrations compétentes étaient recloses. Il a donc passé les 2 journées suivantes à photographier avec soin chaque pièce de monnaie, avant de pouvoir remettre l'ensemble de ses trouvailles aux autorités. Le montant exact que M. Manjac pourrait percevoir reste inconnu du public, mais la législation roumaine prévoit généralement qu'un découvreur touche 45% de la valeur estimée de sa trouvaille. Une belle issue, quand on sait que tout cela a commencé par une simple promenade avec un détecteur de métaux. Depuis, le lieu de la découverte a été classé site archéologique, et toute fouille future devra s'effectuer sous la surveillance d'experts, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un prolongement à cette histoire. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce qui provoque les fameux signaux sonores des détecteurs de métaux et voyons s'il subsiste d'autres trésors encore enfouis à travers le monde. La majorité des modèles destinés aux amateurs reposent aujourd'hui sur une technologie appelée VLF, soit très basse fréquence.
Lorsque vous balayez le sol avec l'appareil, sa bobine génère un champ magnétique invisible. Si un objet métallique, un clou, une alliance perdue ou une pièce d'argent romaine se trouve dans ce champ, il renvoie un signal. L'appareil le capte et émet un bip pour vous en avertir. Plus le signal est puissant, plus l'objet est probablement proche ou volumineux. En somme, il s'agit d'un procédé d'induction électromagnétique qui permet de faire réagir les métaux enfouis. Un peu comme si vous appeliez dans une caverne et écoutiez l'écho en retour. Fait amusant, les chauves-souris utilisent un principe semblable, mais fondé sur le son. On appelle cela l'écolocalisation. Si vous criez dans une grotte et les dérangez, elles peuvent émettre des clics aigus qui se répercutent sur les objets autour d'elles. Les échos ainsi produits les aident à déterminer la position de ce qui les entoure. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un visiteur malvenu, rien ne lui échappe. Tandis que les détecteurs de métaux s'appuient sur des ondes magnétiques, les chauves-souris misent sur les sons et leur résonance. Si cela vous a donné envie d'essayer un détecteur, quels sont les lieux à privilégier? Monsieur Manjac s'est contenté d'une promenade, mais pour beaucoup, c'est un loisir passionnant qui peut enrichir l'histoire et rapporter gros. Et ce plaisir ne se limite pas à la Roumanie, il s'étend bien au-delà. Au Royaume-Uni, des régions comme le Norfolk, le Suffolk ou le Lincolnshire sont devenues des lieux de prédilection. On y retrouve régulièrement des pièces romaines, des objets vikings ou des artefacts médiévaux. À l'âge du fer, les populations enterraient souvent leurs biens. Certains chercheurs pensent que c'était une forme de stockage, d'autres un acte rituel. Dans un cas comme dans l'autre, de nombreux dépôts pourraient encore s'y trouver. La France regorge elle aussi de vestiges enfouis, allant des trésors gallo-romains aux objets antiques. Aux Pays-Bas, une découverte récente a mis au jour un fragment d'une épée viking extrêmement rare. L'Écosse, quant à elle, n'est pas en reste. Des découvertes comme celle du trésor de Peebles offrent un nouvel éclairage sur les pratiques de l'âge du bronze. Si vous ne souhaitez pas partir en quête seul, sachez qu'il existe des circuits de détection organisés à travers plusieurs pays, proposant un accès encadré à des sites d'intérêt historique. Ces excursions sont idéales pour ceux qui recherchent des reliques anciennes. Mais si, à l'inverse, vous comptez plutôt enterrer un coffre et le soustraire au détecteur, jusqu'où devrez-vous creuser? La plupart des détecteurs de loisirs peuvent localiser un gros objet enfoui jusqu'à près d'1 mètre. En revanche, pour les pièces ou autres objets minuscules, il faudra se contenter de 15 à 30 cm. Il faut aussi savoir que l'humidité du sol peut jouer en faveur de la détection. Elle améliore la propagation des signaux et facilite la localisation des métaux enfouis. Les modèles professionnels, bien plus coûteux, reposent sur une technologie sophistiquée, leur permettant de repérer de grandes masses métalliques jusqu'à près de 30 mètres de profondeur. Cette capacité s'accroît même lorsqu'il pleut. Toutefois, à moins de cacher votre trésor dans un lieu stratégique, il y a fort à parier qu'il ne sera jamais retrouvé. Pensez à marquer l'emplacement d'une croix sur votre carte. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué. Il en existe cependant une traduction,
40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve. On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici deux étranges mystères. À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois. Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait. Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors. On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes. Mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux.
Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne. Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers. Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait ? Tout se passa en 1708. Le 8 juin, le galion espagnol San José rentrait en Espagne depuis les Caraïbes. Au total, il y avait 17 navires. Le capitaine du San José savait qu'il allait avoir des ennuis, car des navires anglais rôdaient dans la région. Il savait qu'il serait à la recherche du trésor chargé sur les navires. La valeur du trésor venu du Nouveau Monde était si astronomique qu'il pouvait bouleverser le cours des événements en Europe. Pour être en sécurité, le galion espagnol devait atteindre Cartagena de Indias, là que se trouve aujourd'hui la Colombie. Malheureusement, un autre destin attendait le San José. Les 4 navires anglais apparurent. Le galion ne put leur échapper. Ils n'avaient d'autre choix que de faire demi-tour et de se battre. C'est alors que le chaos commença. Les drapeaux rouges indiquant que la bataille avait commencé. Les canons en action. L'odeur de la poudre. Personne ne sait exactement comment tout cela se termina. À la tombée de la nuit, il était difficile de voir clairement ce qui se passait. La seule chose qui est restée dans l'histoire est le naufrage du vaisseau amiral San José, puis le silence. Vaisseau amiral, le San José était un galion très important d'un point de vue stratégique. Il transportait une quantité incroyable de métaux précieux tels que de l'or et de l'argent, mais aussi des perles et des pierres précieuses telles que les émeraudes. Tout cela resta au fond de l'océan pendant les 3 siècles suivants. Mais comment ce trésor perdu se transforma-t-il en légende? Tout d'abord, les estimations financières du trésor avancées par les scientifiques choquèrent tout le monde. Le navire aurait transporté entre 7 et 12 millions de pesos. D'accord, ce n'est peut-être pas la fortune d'Elon Musk, mais aujourd'hui cela représente environ 10 milliards de dollars. Avec cet argent, vous pourriez vous offrir des jets privés, un parking de Lamborghini et même un joli manoir. Et encore, il vous resterait encore beaucoup d'argent. À l'instar des pièces trouvées sur le Titanic, on pourrait penser que tout cela a dû rouiller. Mais lorsqu'il s'agit d'or, les choses se passent différemment. Le Titanic ne transportait pas d'or, ou du moins pas beaucoup. Les bijoux qui se trouvaient sur le Titanic étaient des effets personnels. Or, ce qui est génial avec l'or, c'est qu'il ne réagit jamais avec l'oxygène. Cela signifie que l'or véritable ne rouille pas et ne ternit pas. Si votre collier en or devient un peu plus foncé, c'est le signe qu'il ne s'agit pas d'or pur, mais d'un alliage, ce qui est également intéressant, car vous pouvez facilement le nettoyer. Pour en revenir au trésor perdu de San José, les pièces d'or qui s'y trouvent, même plus de 300 ans plus tard, sont censées avoir le même aspect aujourd'hui que le jour où elles ont été frappées. Revenons maintenant à l'endroit où le navire est censé avoir coulé. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le capitaine voulait se rendre au rivage où se trouve aujourd'hui la Colombie? Eh bien, le 4 décembre 2015, le navire a effectivement été retrouvé dans les eaux de la Colombie. Comme pour beaucoup d'autres choses importantes aujourd'hui, le monde l'a appris par un tweet, envoyé par le président colombien de l'époque, Juan Manuel Santos. Cela fait des décennies que l'on cherchait le San José, et une fois qu'il a été retrouvé, sa popularité n'a fait que croître, et les mythes à son sujet se sont multipliés.
L'une des légendes fut racontée par le Seigneur Santos lui-même. Après la découverte de l'épave, il accorda une brève interview à la radio. Le fait est que la découverte était plutôt inattendue. De nombreuses personnes ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la recherche de cette épave, et beaucoup d'entre elles avaient même abandonné l'espoir de la trouver un jour. Juan Manuel Santos raconta comment l'épave avait été découverte. Lors d'un événement officiel à l'extérieur de la Colombie, il fut abordé par un homme. Celui-ci ressemblait au célèbre écrivain Hemingway. Il portait une barbe blanche et avait des cheveux blancs. La seule chose que voulait cet homme à l'allure d'Hemingway, c'était 2 minutes de temps de parole de Santos. Le président céda et écouta cet homme. Ce qui se passa ensuite est incroyable. L'homme sortit une carte ancienne, plus précisément une copie soigneusement encadrée, et dit au président que personne d'autre ne la connaissait. L'homme pointa du doigt un endroit précis, en déclarant que c'était l'endroit exact où se trouvait le trésor, et que cet endroit ne figurait sur aucune autre carte. Il assura qu'il savait où se trouvait le trésor. L'histoire avait l'air folle et pleine de capes et d'épées. Qui que fût cet homme, il s'avéra qu'il avait raison. Son identité reste un mystère pour tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, cet homme avait trouvé le financement, déterminé la zone à inspecter, et s'était même frayé un chemin jusqu'au président. Certes, le San José était rempli d'or, et celui qui le trouverait serait riche jusqu'à la fin de ses jours. Mais soyons réalistes, aucune personne ordinaire ne pourrait découvrir un tel trésor, car cela nécessite trop d'efforts et trop de fonds. Cela dit, qu'en est-il lorsque vous êtes passionné de chasse au trésor et que vous cherchez justement un coffre au trésor? Eh bien, je crois que j'ai une histoire à raconter sur des gens ordinaires qui cherchent et finissent même par trouver un vrai trésor. Voici Forrest Fenn, un millionnaire excentrique qui a caché un trésor de 1 à 5 millions de dollars. Sa valeur exacte n'a pas été identifiée. Monsieur Fenn lui-même a déclaré qu'il n'avait jamais essayé de l'évaluer. Le coffre contenait 265 aigles et doubles aigles en or américain, des pièces de monnaie anciennes, des pépites d'or et bien d'autres choses encore. Forrest a caché le coffre dans les montagnes rocheuses et a annoncé la chasse au trésor en 2010. Concentrons-nous un peu sur une carte et voyons à quel point les montagnes rocheuses sont vastes. En d'autres termes, les chasseurs de trésors devaient balayer les 2 pays, les États-Unis et le Canada. Au début, il s'agissait d'une petite chasse au trésor dont seules quelques personnes étaient au courant. Mais quelque temps plus tard, la compétition prit de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes de lancèrent à la recherche du trésor. Des recherches ont montré qu'au cours de la décennie, environ 300 000 personnes ont tenté leur chance à la recherche du coffre mystérieux. Pour annoncer la chasse, Forrest Fenn utilisa un poème de 24 lignes. Ce poème contenait des indices que la plupart des chasseurs de trésors ne réussiront pas à décoder. Le coffre était si bien caché qu'il fallut 10 ans pour le découvrir. Il y eut également un blog intitulé « Thrill of the Chase », l'excitation de la chasse. Et le 6 juin 2020, Monsieur Fenn publia enfin la nouvelle tant attendue. Le trésor avait été trouvé. Forrest lui-même admit que toute personne lisant attentivement les instructions du poème pouvait trouver le trésor. Le poème fit le buzz sur Internet. De nombreux internautes essayèrent de décoder les 9 indices qu'il contenait. Certains d'entre eux donnèrent même des clés possibles pour décoder l'énigme. Ces spéculations ont peut-être aidé la personne qui trouva finalement le trésor. Au départ, Forrest Fenn lui-même ne savait pas qui avait déchiffré tous les codes du poème, traversé la forêt dense et récupéré le coffre. L'heureux élu avait préféré garder l'anonymat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il s'agissait d'un homme originaire de l'Est des États-Unis. Le gagnant envoya une photo à Forrest Fenn et la chasse au trésor était officiellement terminée. Mais quelque temps plus tard, il se dévoila. Il s'agissait de Jack Stueff, un ancien journaliste et étudiant en médecine. Le trésor était caché sous une voûte d'étoiles dans une forêt des montagnes rocheuses. La végétation y est luxuriante, ce qui explique que le coffre ait été caché en profondeur. Le coffre n'a jamais été déplacé de l'endroit où il a été caché à l'origine. L'endroit exact est encore inconnu. Mais nous savons que le trésor a été caché dans le Wyoming. Jack admit que tous les trésors annoncés n'avaient pas été trouvés dans le coffre. Une petite grenouille en or sur un collier et une bague en émeraude espagnole manquaient à l'appel. Forrest retrouva en effet la grenouille dans sa collection et la donna à Stueff, mais il ne retrouva pas la bague.
La chasse au trésor créée par Forrest Fenn peut sembler extravagante, mais il a expliqué pourquoi il avait décidé de la lancer. La seule chose qu'il prétendait avoir en tête était de donner de l'espoir aux gens. Un navire rempli d'or et d'autres trésors d'une valeur de plus de 13 millions de dollars a été retrouvé au milieu du désert de Namibie après presque 500 ans. La personne à l'origine de cette découverte était à la recherche de diamants, mais elle a fini par trouver quelque chose de bien plus précieux pour l'histoire. Il y avait des blocs de cuivre, du bois, des tuyaux et des défenses d'éléphants. Les mineurs sur place ont appelé un archéologue qui s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une plage perturbée comme ils le pensaient, mais bien d'une épave. Toutes les preuves indiquaient qu'il s'agissait d'un navire marchand portugais, le Bom Jesus, qui avait disparu au XVIe siècle. Les experts pensent qu'il s'agissait d'un type de navire spécial, plus grand, plus solide et plus performant que les anciens navires du Portugal et d'Espagne. Ces navires étaient construits pour emmener les explorateurs portugais dans de longs voyages vers des contrées lointaines comme l'Inde, la Chine et le Japon, et revenir avec des tonnes de marchandises. Le Bom Jesus transportait probablement des trésors de Lisbonne, la capitale portugaise, vers l'ouest de l'Inde. Mais il semble qu'en contournant la pointe sud de l'Afrique, près de la Namibie, une grosse tempête ait poussé le navire trop près du rivage. Le navire aurait alors heurté un rocher, aurait chaviré et se serait brisé avant de sombrer. Les archéologues ont trouvé sous l'eau le trésor du capitaine, qui s'est probablement échappé lorsque la coque en bois du navire s'est rompue. Ils ont également trouvé des morceaux du navire éparpillés le long du rivage, probablement à cause de la violente tempête, et plus tard, des travaux de construction menés dans la région. La tempête a dû être très violente, mais comme ils n'ont pas trouvé beaucoup d'os, ils pensent que la plupart des membres de l'équipage ont survécu ou ont été perdus en mer. Le navire était divisé en 3 sections et était incroyablement bien conservé, grâce aux épaisses couches de sable qui le recouvraient et l'empêchèrent de pourrir. Les archéologues qui ont étudié l'épave ont découvert plus de 40 tonnes de fret. Il y avait des canons, des épées, des blocs de métal, du plomb et de l'étain, des tissus et des outils que les marins utilisaient pour se repérer avec les étoiles lorsqu'ils traversèrent l'océan. Mais la découverte la plus passionnante reste celle de 1845 lingots de cuivre, pesant au total 16 à 17 tonnes. Ces lingots de cuivre, des morceaux de métal pur, sont encore en très bon état car la coque du navire et les couches de sable les ont protégés de l'eau de mer. Les scientifiques ont même réussi à lire les marques qu'on avait gravées dessus et ont appris qu'ils avaient été fabriqués par une très riche société commerciale allemande. Il y avait également plus de 2000 pièces d'or et d'argent provenant de différents pays, et 105 énormes défenses d'éléphants pesant environ 2 tonnes. Les défenses étaient probablement destinées à devenir des objets de luxe, tels que des bijoux ou des sculptures. Les archéologues ont prélevé des échantillons d'ADN sur les défenses et ont découvert qu'elles provenaient d'éléphants des forêts et des savanes d'Afrique de l'Ouest. Les chercheurs ont eu de la chance, car le navire se trouvait dans une zone d'extraction de diamants à accès restreint. Aucun pilleur n'avait pu mettre la main sur les trésors avant eux. Le Bom Jesus reste l'épave la plus ancienne et la plus précieuse jamais découverte au large de la côte ouest de l'Afrique subsaharienne. Une autre épave récemment découverte par hasard était enfouie sous une dune de sable de 3 mètres de haut près de la mer Caspienne. Certains l'appellent le plus grand lac du monde. Et son niveau d'eau monte et descend au fil du temps en raison des changements climatiques. Ces changements peuvent déplacer le sable et mettre au jour, le long de la côte, des objets tels que cette épave et d'autres trésors. C'est en raison de la lente disparition de la dune que le navire a commencé à apparaître. Avant de la déterrer, les scientifiques craignaient que les vagues n'endommagent que l'épave. Pour la protéger, ils ont érigé un mur avec plusieurs milliers de sacs de sable, formant une digue. Lorsque le navire a enfin été désenfoui, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un vaisseau marchand à 3 mâts de 28 mètres de long, avec une double coque solide. Des échantillons de bois ont permis de déterminer que le navire avait été construit entre le XVIIIe et le XIXe siècle à partir d'arbres tels que le pin sylvestre, l'épicéa et le mélèze provenant de la région de la Volga ou du Caucase. Ils ont même trouvé du sarrasin et des plantes de la même région, qui étaient probablement échangées ou utilisées pour nourrir les marins. Cela prouve que le navire faisait partie d'un groupe de navires marchands qui naviguaient autrefois sur la mer Caspienne. Un jour, un pêcheur amateur qui avait plongé à 6 mètres sous la mer au large des côtes de la Turquie a remarqué d'énormes restes métalliques. Il avait une caméra sous-marine, il a donc filmé sa découverte et l'a apporté à des scientifiques
Ils ont immédiatement ouvert une enquête et ont appris qu'il devait s'agir d'une épave des premières décennies du XXe siècle. Il s'agirait d'un navire de l'Empire ottoman qui avait pour mission de livrer des marchandises, mais qui avait disparu sans laisser de traces. Les scientifiques ont obtenu la permission d'étudier cette épave de la mer Noire en détail afin d'en apprendre davantage sur ses mystères. Ils espèrent trouver ses papiers d'identité, ce qui leur permettra d'obtenir quelques réponses, car le navire lui-même est en très mauvais état et difficile à manipuler. Des robots sous-marins appartenant à une compagnie pétrolière et gazière ont repéré des centaines d'anciennes amphores intactes sur le fond marin de la Méditerranée orientale. Les experts pensent que ces amphores ont 3300 ans. Il s'agirait donc de la plus ancienne épave de navire découverte en haute mer. Les amphores étaient probablement utilisées pour stocker de l'huile ou d'autres produits agricoles, tels que des fruits. Cela prouve que les personnes qui les avaient fabriquées s'occupaient également de commerce maritime et possédèrent des compétences incroyables en matière de navigation. Cela nous indique aussi que les marins de l'Antiquité étaient capables de traverser la Méditerranée sans avoir à se repérer d'après les côtes. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était l'horizon, et ils devaient donc utiliser le soleil et les étoiles pour s'orienter. Au large des côtes siciliennes, sous 6 mètres de sable et de roches, des archéologues ont découvert une épave si ancienne qu'ils ne sont même pas sûrs des matériaux utilisés pour la construire. Ils pensent que le navire date du VIe ou VIe siècle avant notre ère, ce qui signifie qu'il aurait plus de 2500 ans. Ce navire ancien n'était pas seul. Les chercheurs ont également trouvé 2 ancres en fer en forme de T inversées datant du 7e siècle de notre ère environ, ainsi que 4 ancres en pierre datant de la préhistoire à proximité. L'une des ancres en pierre était cassée, et il se peut qu'elle ait été fixée au fond marin à l'aide de morceaux de bois. Ils ont découvert que le navire lui-même avait été construit selon la technique de la coque. Les planches de bois du navire étaient ainsi étroitement assemblées qu'elles pouvaient à elles seules soutenir le navire, avec des poutres supplémentaires ajoutées juste pour le rendre plus robuste. Malheureusement, la coque en bois du navire est aujourd'hui très fragile, car de minuscules créatures marines l'ont endommagée au fil des siècles. Les scientifiques sont très prudents lorsqu'ils l'étudient, et veillent à ce qu'elle ne se désagrège pas. Cette découverte est très importante, car le navire a été construit à une époque où la Sicile était un endroit très stratégique pour le commerce régional. À cette époque, les Grecs et les Puniques tentaient de prendre le contrôle des mers, bien avant que Rome ne devienne la puissance dominante de la Méditerranée. En étudiant ce navire, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur la façon dont les gens voyageaient et faisaient du commerce à cette époque lointaine. Une autre épave, cette fois au large des côtes du Kenya, pourrait provenir du dernier voyage de Vasco de Gama. Cet explorateur portugais fut le premier Européen à atteindre l'Inde par la mer en contournant le cap de Bonne-Espérance. Des pêcheurs locaux ont découvert l'épave en question en 2013. Lorsqu'un archéologue sous-marin est venu l'examiner, il a trouvé quelques trésors, des défenses d'éléphants et de précieux lingots de cuivre. Si cette découverte a vraiment un rapport avec Vasco de Gama, elle doit dater du XVIe siècle. 1524 fut l'année de son 3e et dernier voyage en Inde. De Gama dirigeait une immense flotte de 20 navires, dont l'un était le São Jorge. La majeure partie du vaisseau est cachée sous des couches de corail, et toute une équipe de scientifiques creuse soigneusement des tranchées pour retrouver des parties de la charpente et de la coque du navire. Regardez ces 2 diamants identiques. Vous ne repérerez jamais la différence à l'œil nu, mais votre carte de crédit la remarquera très certainement. À gauche, c'est un diamant de 0,9 carats qui vous coûtera environ 5000 €. Et à droite, il s'agit d'un diamant d'1 carat, dont le prix ne saurait descendre en dessous de 8000. La différence n'est que d'environ 0,02 grammes, mais le prix varie énormément. Et tous deux sont minuscules, juste à peine 6 mm de diamètre. En effet, 1 carat, ce n'est pas grand-chose. C'est une unité de masse qui équivaut précisément à 200 mg. En ce qui concerne le plus gros diamant jamais découvert, il pèse 3106 carats, soit plus de 600 grammes. Une orange moyenne pèse environ 140 grammes, ce diamant est donc aussi lourd que 4 oranges. Il s'agit du diamant Cullinan, et il a été extrait en Afrique du Sud en 1905. Il tire par ailleurs son nom de sa mine d'origine. De nos jours, on ne peut plus l'observer en intégrale, car il a été taillé en plusieurs morceaux. Au total, il aura été divisé en 9 joyaux conséquents et un tas de plus petits.
Au début de l'année 1905, la taille du Cullinan a été confiée au diamantaire Joseph Asher, le directeur de la Royal Asher Diamond Company d'Amsterdam. Une équipe composée de 3 spécialistes a consacré 8 mois à la transformation de ce gros diamant en gemmes plus petites, leur travail ayant débuté en février de cette année-là. Initialement, la pierre monumentale avait été divisée en 7 morceaux qui ont ensuite été taillés pour créer 9 grandes pierres, chacune baptisée Cullinan suivie du chiffre romain correspondant allant de 1 à 9. Lors de sa première tentative visant à entamer la surface du Cullinan, Joseph Asher a brisé le ciseau qui lui avait pris 4 jours à préparer, sans causer le moindre dommage au diamant. Un nouveau ciseau a ensuite dû être utilisé pour le second coup, qui a finalement fractionné la pierre en 2 parties. La découverte du plus grand diamant brut de qualité gemme a suscité bon nombre de spéculations et était entourée de mystères. Certains suggérant que le Cullinan n'était qu'un fragment d'un diamant beaucoup plus grand. On a même prétendu que pas moins de 4 morceaux auraient été soustraits à une pierre plus grande. Malgré de nombreux débats sur l'origine réelle du Cullinan, aucune preuve concrète n'a jamais émergé pour soutenir ces théories. Mais le Cullinan est-il vraiment le plus gros diamant jamais découvert ? Eh bien, la réponse est à la fois oui et non, à vrai dire. Jusqu'à ce qu'il soit facetté, un diamant n'est pas aussi somptueux que l'on pourrait se l'imaginer. Donc oui, il est bien le plus gros, mais personne ne pourrait vraiment s'encombrer d'un diamant facetté de 600 grammes. Un tel caillou ne pourrait vraiment orner quoi que ce soit. Le diamant Golden Jubilee, pesant environ 545 carats, soit environ 109 grammes, est connu comme le plus gros diamant taillé et facetté au monde, surpassant le Cullinan de 15,37 carats, soit un peu plus de 3 grammes. Il a été découvert en 1985 dans la mine Premier d'Afrique du Sud, qui est également le lieu d'origine de nombreux diamants célèbres, comme notre fameux Cullinan. Le Golden Jubilee n'était à la base connu que comme le diamant brun sans nom. La coupe et le polissage du diamant ont présenté plusieurs défis en raison de sa taille imposante, de sa surface, de ses profondes fissures et autres inclusions. De Beers a eu recours à de nouvelles technologies de coupe pour ce projet, qui ont été ensuite appliquées lors de celles du Centenary Diamond. Après un travail de longue haleine visant à réduire le poids du diamant, celui-ci a été achevé en 1990 dans une forme de coussin facetté. Le diamant a ensuite été acheminé en Thaïlande pour une exposition et plus tard racheté par des hommes d'affaires thaïlandais en 1995. Puis il a été offert en cadeau au roi Ramanan IX pour célébrer le 50e anniversaire de son règne. On a donc renommé le diamant Golden Jubilee. Il est actuellement exposé au musée royal de Bangkok, faisant partie intégrante des joyaux de la couronne. Un jour, il y a près de 18 ans, un pêcheur philippin a découvert une perle ovale de plus de 60 cm de long à l'intérieur d'un énorme coquillage, dans les eaux qui entourent l'île de Palawan. Il a décidé de la conserver comme porte-bonheur et la cacher sous son lit. Sa maison a hélas fini par brûler, mais comme par miracle, la perle de 34 kg a survécu au sinistre. Les autorités philippines ont confirmé que la perle mesurait 66 cm de long pour 30 cm de large et était évaluée à près de 100 millions de dollars. Cette incroyable découverte détrônait l'ancienne détentrice du record de la plus grande perle, celle dite de Lao Tse, qui était estimée à 35 millions de dollars et pesait un peu moins de 7 kilos. La perle de Lao Tse avait également été trouvée au large de Palawan en 1934 et se trouve actuellement exposée au musée Ripley's Believe It or Not de New York. L'émeraude de Bahia est connue pour être l'une des plus grandes émeraudes jamais découvertes, avec le plus grand fragment unique trouvé à l'intérieur. Elle pèse environ 341 kg et provient de Bahia, au Brésil. La pierre précieuse a survécu de justesse aux inondations lors de l'ouragan Katrina de 2005, alors qu'elle était stockée dans un entrepôt de la Nouvelle-Orléans. Un différend quant à sa propriété légitime a éclaté après que l'émeraude ait été signalée comme volée en septembre 2008, dans un coffre-fort sécurisé de South El Monte, près de Los Angeles. Toutefois, l'émeraude a finalement été localisée, et l'affaire a pu être réglée à l'amiable. Bien que cette dernière ait été estimée à environ 400 millions de dollars, sa valeur exacte demeure incertaine. Il y a quelques années, une entreprise de joaillerie sri-lankaise a annoncé la découverte de ce qu'elle prétendait être le plus grand saphir bleu naturel au monde, pesant 310 kilos. Voyons quels bijoux on pourrait fabriquer à partir de cette pierre gigantesque.
Un saphir bleu d'un poids aussi conséquent pourrait être transformé en 1 549 016 pierres d'un carat chacune, pour orner autant de bagues de fiançailles. Les propriétaires avaient l'intention de vendre cette pierre précieuse aux enchères une fois qu'elle aurait été officiellement appréciée. L'Institut de gémologie de Ratnapura, qui possédait initialement la gemme, a refusé l'offre de plus d'1 million de dollars venant d'un potentiel acheteur du Moyen-Orient. Ils estimaient que la valeur réelle de la gemme devait excéder les 100 millions de dollars. La découverte de la topaze brute Eldorado en 1984 dans le Minas Gerais au Brésil a été un événement majeur. La pierre brute pesait un poids impressionnant de 37 kilos. Néanmoins, après avoir été taillée et polie, la gemme achevée ne pesait plus que 6,2 kg, résultant en une perte de 83% de son poids original. Cette réduction drastique était principalement due à l'élimination du matériau de qualité inférieure de la pierre brute, afin de créer un joyau de la plus haute qualité, parfaitement taillé, idéal en termes de couleur et de clarté. Le résultat final était une topaze facettée éclatante, taillée en forme d'émeraude, présentant la couleur brun jaunâtre souhaitable. Avec un poids de 31 000 carats, la pierre finie est devenue la plus grande topaze facettée au monde, ainsi que la plus grande pierre précieuse. Le nom d'Eldorado a souvent été utilisé métaphoriquement pour décrire un endroit qui déborde de richesse. Il est également associé au comté d'Eldorado en Californie et à diverses autres localités à travers les États-Unis. Le terme est également devenu le symbole de quelque chose de très recherché, bien qu'il puisse le plus souvent s'avérer insaisissable. Un rubis pesant 55,22 carats a récemment été vendu pour un montant record de 34 800 000 dollars, ce qui en fait le rubis le plus gros et le plus cher jamais vendu aux enchères. La pierre avait été découverte au Mozambique et baptisée Estrela de Fura, qui signifie étoile de Fura en portugais. Sotheby's, la maison de vente aux enchères qui s'est chargée de la vente, a souligné l'exceptionnelle rareté de ce rubis et son importance dans le domaine des pierres précieuses. Alors que les diamants dominent généralement les ventes records en matière de gemmes, les rubis sont également très prisés pour leur valeur et leur rareté. Le précédent record pour un rubis vendu aux enchères avait été établi par le Sunrise Ruby en 2015. Il s'agit d'une pierre de 25,59 carats provenant de Birmanie et qui a rapporté 30 300 000 dollars. L'Estrela de Fura était à l'origine une pierre brute de 101 carats, ce qui en fait le rubis de qualité gemme le plus grand jamais trouvé. Il a été soigneusement taillé et poli pour rehausser sa couleur et son éclat avant d'être mis aux enchères. Si vous tombez sur un certain puits au Portugal, résistez à la tentation de plonger votre regard dans ces profondeurs insondables. Cette tour inversée, proche de l'énigmatique palais de la Regaleira à Sintra, donne la chair de poule à quiconque ose s'y aventurer, tandis qu'elle s'enfonce en spirale jusqu'à 27 mètres sous terre. Ce puits n'a probablement pas été conçu pour recueillir de l'eau. Pourtant, son but véritable demeure un secret bien gardé. Datant d'environ 1904, il s'inspire vraisemblablement du mystérieux rite d'initiation des Templiers. L'ordre de Temple avait été dissous près de 6 siècles avant la construction de ce puits. Mais leurs étranges pratiques ont été ravivées par des sociétés mystiques ultérieures. Ainsi, une théorie avance que les candidats cherchant à être intronisés à l'époque devaient affronter leurs peurs les plus secrètes, en faisant face à ce puits et en dévalant ses marches en spirale les yeux bandés. Lorsqu'ils atteignaient le fond de la tour inversée, ils retiraient leurs bandeaux et se trouvaient confrontés à cette vue effrayante. La seule façon de sortir de ce labyrinthe obscur était de continuer à regarder en l'air et de suivre la lumière. Imaginez-vous parcourir les rayons d'un bouquiniste, jusqu'à tomber sur un livre écrit dans un alphabet que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous décidez d'utiliser une application de traduction, mais vous n'obtenez aucune correspondance. Intrigué, vous décidez d'acheter le livre. Puis vous le montrez à vos amis et à vos proches, mais personne ne reconnaît cette écriture. Le marchand de livres rares, Wilfried Voynich, a probablement éprouvé la même frustration en 1912 lorsqu'il a acquis ce qui deviendrait plus tard le livre le plus énigmatique au monde. L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de manuscrit de Voynich et elle est entièrement rédigée dans une langue inconnue que personne n'est encore parvenu à déchiffrer. Les pages de ce codex du XVe siècle sont remplies de croquis botaniques, mais ce ne sont pas des marguerites ou des roses lambda. À vrai dire, elles ne ressemblent à aucune espèce de plante connue. Ce qui rend les choses encore plus insolites, ce sont ces illustrations de constellations inconnues et de femmes nageant dans de l'eau verte.
En nous enfonçant davantage dans le domaine des parchemins mystérieux, nous avons entrepris un voyage en Cisjordanie vers les grottes de Qumran, non loin de la mer Morte. En 1952, une équipe d'archéologues a découvert 2 rouleaux de cuivre fortement oxydés sur le site. Dérouler ces parchemins n'était pas une mince affaire. On a donc décidé de les découper en 23 parties pour les examiner. Imaginez la surprise des archéologues de voir apparaître des mots hébreux comme « or » et « argent ». Mais non, ce n'était pas une facture millénaire, mais plutôt une carte indiquant la cachette d'un trésor estimé à plus d'1 million de dollars. Hélas, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé toutefois. Mais voyez-vous, l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît. Certains termes du rouleau de cuivre sont extrêmement techniques, et les emplacements géographiques mentionnés demeurent mystérieux. Il existe une dernière possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'une œuvre de fiction, comme une histoire de pirate de l'ancien temps. Les gens parlent souvent du regard presque obsédant de la Joconde, qui semble vous suivre où que vous alliez. Mais voici une petite question. A-t-elle seulement des sourcils? Vous avez bien vu si vous avez répondu non. Et cette absence totale de sourcils ne fait qu'ajouter au mystère de son regard. L'explication la plus courante est que les critères de beauté de l'époque étaient différents, et peut-être que l'épilation des poils au-dessus des yeux était une pratique courante au début du XVIe siècle. Mais si vous regardez d'autres peintures italiennes de cette période, comme la Schiavona ou le portrait d'une jeune inconnue, eh bien voilà, des sourcils. Ainsi, tout le monde n'était pas entièrement satisfait de cette théorie, comme l'ingénieur français Pascal Cotte. Il a passé 3000 heures à scanner la peinture pour voir à travers chacune des couches du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il prétend que Mona Lisa avait autrefois des sourcils, mais qu'ils ont disparu au fil des nettoyages et des restaurations. Néanmoins, certains historiens remettent encore ces conclusions en question, ce qui signifie que le style de Mona Lisa demeure un mystère à ce jour. Vous décidez de vous rendre à Rio de Janeiro, et tout le monde vous dit à quel point le mont du pain de sucre est incontournable. Lorsque vous apercevez la montagne de loin, vous réalisez que la pierre présente une cavité. Mais vers midi, elle change d'aspect. L'ombre de la cavité prend alors la forme d'un oiseau, celle d'un ibis pour être précis. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle du dieu égyptien Thoth. Comme si les anciens pharaons avaient visité Rio à l'époque et s'étaient trouvés inspirés par ce phénomène naturel. Mais ne c'est probablement qu'une simple coïncidence parmi tant d'autres. Le véritable mystère, cependant, réside dans les eaux qui entourent le pain de sucre. Dans les années 80, l'archéologue Robert Marx a appris des Brésiliens l'existence d'un trésor caché dans la baie de Guanabara. Il a plongé et découvert un certain nombre d'amphores romaines. Vous savez, ces jarres anciennes qu'on trouve partout en Italie. Sa découverte pourrait potentiellement apporter la preuve d'un naufrage romain qui aurait atteint le Brésil près de 17 siècles avant que les Portugais n'y mettent les pieds. Il n'a toutefois pas pu poursuivre ses recherches, et à ce jour, l'idée d'une présence romaine sur la côte brésilienne demeure incertaine. Le véritable emplacement de la tombe de Cléopâtre n'est pas le seul mystère de l'Égypte ancienne. De nombreux secrets sont gravés dans les murs de ces anciennes structures, comme dans le temple funéraire de Séti Ier. Regardez attentivement ce hiéroglyphe et vous remarquerez qu'il ressemble à un hélicoptère moderne. Un coup d'œil à droite et vous verrez une gravure qui s'apparente à un sous-marin. Déroutant, n'est-ce pas? L'explication la plus plausible réside dans les marques successives laissées par les différents pharaons. Lorsqu'un nouveau monarque arrivait au pouvoir, il ajoutait ses propres hiéroglyphes par-dessus ceux d'origine. Mais c'est encore un sujet de débat, car certains égyptologues croient que ces hiéroglyphes mystérieux pourraient représenter une sorte de technologie antique. La même chose s'applique à l'ampoule de Dendera. Cette gravure découverte dans un passage souterrain du temple d'Hathor est sujette à controverse. Certains chercheurs suggèrent qu'elle représenterait simplement le soleil levant, tandis que d'autres l'interprètent comme la preuve de l'existence d'une sorte de système d'éclairage moderne. Et cela ressemble en effet à un tube de Crookes, l'une des premières expériences en matière de décharges électriques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que les anciens Égyptiens aient ou disposaient d'électricité moderne, certains pensent que cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi de nombreuses tombes découvertes jusqu'alors ne présentaient aucun résidu dû à l'utilisation de lampes à huile ou de bougies.
On a beaucoup parlé des mystérieuses pyramides d'Égypte, mais les gens ont tendance à oublier que d'autres structures énigmatiques existaient déjà bien avant elles. Notre prochain arrêt nous emmène en Turquie, le sommet d'une colline connue sous le nom de Göbekli Tepe, près de la ville d'Urfa, recèle un secret ancien. Il présente une vingtaine d'enceintes de pierres circulaires, vieilles de plus de 11 000 ans. Nombre de ces dernières sont adjointes de lourdes colonnes de pierre sculptées en forme de T et ornées d'étranges figures humaines aux mains jointes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agirait du temple le plus ancien au monde, probablement utilisé pour des rituels ou des festivités. Mais son plus grand mystère réside dans la manière dont il a été construit. Car ce site existait avant la domestication des animaux ou l'invention d'outils en métal. Ainsi, sa construction a dû être particulièrement difficile et remet en question notre compréhension de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car nous sommes sur le point de survoler les lignes de Nazca. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces motifs immenses et mystérieux gravés dans une région aride du Pérou. Ils se déclinent en de nombreuses formes différentes, comme une araignée, un singe et même une sorte d'alien aux yeux globuleux, qui n'est probablement qu'un simple pêcheur. Quoi qu'il en soit, cette histoire a connu quelques rebondissements en 2022, lorsque pas moins de 168 nouveaux dessins ont été découverts. Les premiers ne pouvaient être vus que depuis les airs. Mais ces nouveaux motifs sont beaucoup plus petits et peuvent être observés au sol. Cependant, une chose qu'ils ont en commun est que leur fonction demeure totalement obscure. Certains les considèrent comme le calendrier le plus grand du monde. D'autres suggèrent qu'ils aient pu servir d'outils à des fins agricoles. Bien sûr, de nombreuses autres théories ont émergé dans le but de donner du sens aux lignes de Nazca. Mais la vérité est qu'elles restent l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire.